Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute consacré à ICN Business School. Pour en parler, j'ai le plaisir d'échanger avec Florence Legros, qui est directrice générale d'ICN. Bonjour Florence Legros. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Alors, Florence Legros, depuis sa création, ICN a connu de nombreuses évolutions. L'école fêtera d'ailleurs ses 120 ans en 2025. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la trajectoire et les actualités de l'école ? La trajectoire, elle est longue, comme vous venez de le dire. ICN a été créée en 1905, dans le giron de l'université de Nancy à l'époque. On ne parlait pas encore de l'université de Lorraine. Et donc un peu sous l'impulsion des entreprises et de la chambre de commerce. Quoique ICN n'a jamais été une école consulaire. Donc ICN a été un département de l'université de Nancy jusqu'en 2003. Et en 2003, ICN s'est détaché de l'université de Nancy et est devenu privé. Donc c'est à la fois une très vieille école et une école toute neuve, puisque 2003 c'est quand même très récent. Une date qui a été marquante, c'est 1999, puisque c'est la date de la naissance de l'alliance Artem, comme art, technologie et management. On aura peut-être à revenir là-dessus. Et donc, qui est l'alliance de trois écoles, donc ICN Business School, donc à l'époque Institut commercial de Nancy, l'école d'art de Nancy et l'école des mines de Nancy, respectivement sous la tutelle du ministère de la Culture et un département de l'Université de Lorraine. Donc ça, c'est 99. Donc 2003, privatisation. Et puis on arrive très rapidement en 2015. Et entre 2003 et 2015, il y avait un statut particulier de rattachement à l'Université de Lorraine. Donc, et en 2015, ce statut disparaît vraiment. C'est-à-dire, en fait, c'est pas nous qui l'avons quitté. Et donc, on devient en convention d'association avec l'Université de Lorraine. Donc, une convention d'association qui dit qu'on partage un certain nombre de valeurs et un certain nombre de choses, et parmi lesquelles, surtout, un centre de recherche. Voilà. Et donc, ça, c'est 2016, donc la parution au journal officiel. 2017, on déménage sur ce campus de Nancy Artem. 2019, on ouvre à la fois à Berlin et à Paris. On aura probablement aussi l'occasion de revenir là-dessus. Et donc, ça, c'était donc 2019. 2022, on inaugure un nouveau campus à Paris. 2024, pour la première fois, le campus parisien rassemble plus d'étudiants que le campus de Nancy. Alors, c'est pas énorme, la différence, c'est 40, mais enfin, c'est plus. Et puis, donc, 2025, vous venez de le dire, on va fêter nos 120 ans. On va également fêter les 25 ans de l'Alliance Artem, dont je suis devenue déléguée générale. Donc, depuis, c'est très récent, c'est presque un scoop, ça fait 15 jours. Et puis, on va aborder une nouvelle ère de l'histoire d'ICN, puisque de statut associatif, on va avoir, en tout cas on garde l'association, mais on aura également une société par action simplifiée, une SAS, avec un apport de capital qui vient d'une société, d'un groupe britannique qui s'appelle GEDU, comme Global Education, et donc qui va venir nous épauler dans notre stratégie de croissance. Alors on y reviendra juste après. Vous avez dit beaucoup de choses, mais depuis votre arrivée en tant que directrice générale en 2015, l'école connaît une bonne dynamique dans les classements, avec par exemple l'obtention de la triple accréditation. Quels sont selon vous les clés et les facteurs de ce succès ? Les clés et les facteurs, c'est surtout l'équipe. Donc il y a une merveilleuse équipe à ICN, qui pour certains sont là depuis très longtemps. Et notamment depuis les 9 ans de ma présence, qui ont accompagné donc tout le comité exécutif et tout le conseil d'administration donc dans ces décisions, dans cette dynamique. Alors les facteurs clés, donc je pense que ça a été une bonne dynamique du côté des enseignants-chercheurs de l'école qui, il y a quelques années, publiaient dans des revues académiques pour des enseignants d'une école de management, c'était complètement, ça devait paraître surréaliste. Aujourd'hui, c'est le quotidien de nos enseignants-chercheurs permanents, donc qui sont producteurs de connaissances. Donc, je tiens à le dire. C'est quand même la différence entre des enseignants qui vont lire un manuel
et qui vont produire eux-mêmes de la connaissance. Ça ne donne pas le même résultat sur les étudiants, ni, je veux dire, sur le caractère sexy des cours, hein, passez-moi cette expression. Et puis il y a également tout le personnel administratif qui valorise l'image de l'école, qui travaille au quotidien et qui ont fait de cette maison, je crois, une belle maison. En 2025, ça fera 10 ans que vous êtes la DG, directrice générale. C'est pas forcément commun dans le paysage des grandes écoles de management, cette longévité. Pourquoi être resté ici tout ce temps? Bah, écoutez, je suis la première surprise parce que ICN est mon 15e employeur. Et en fait, c'est la première fois que je reste effectivement aussi longtemps quelque part. Donc il doit y avoir quelque chose, effectivement, il doit y avoir une raison. D'abord, je pense que c'est une maison attachante, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à ICN. Il y a une âme, il y a la manière dont on accompagne les étudiants, il y a cette pédagogie ATM particulière, et puis il y avait beaucoup à faire, hein. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est une vieille maison, avec ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire qu'une vieille maison, eh ben, en fait, elle a une histoire, elle est à Nancy, il y a des traditions, il y a un environnement, elle est ancrée dans son territoire, et puis il y a également des choses à faire, il y a des leviers dans une vieille maison, donc on ne parle pas totalement de tout démolir et de la refaire, pas du tout. Mais en fait, il a quand même fallu faire quelques travaux de fond, donc un peu plus que du window dressing. Et donc, voilà, donc je pense que ça a pris des années. Il ne faut pas aller trop vite, hein, parce que si vous maltraitez la vieille maison, au bout d'un moment, ça se fissure et ça risque de s'effondrer. Donc, peut-être on a pris notre temps, peut-être il y avait beaucoup à faire, mais en tout cas, je crois que, enfin moi, en ce qui me concerne, je ne me suis pas du tout ennuyée. Voilà. Donc ça fait que 9 ans que je suis là, donc arriverons-nous à la 10e année, probablement. Merci Florence Legros. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur le partenariat que vous avez évoqué avec Guédu, Global Education. Donc c'est une étape importante pour ICN. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir les objectifs et les raisons de ce partenariat? Alors peut-être on va commencer par les raisons, c'est ce qu'il y a de plus simple. Comme je l'ai dit, en fait, donc on a aujourd'hui 3 campus. Paris, Nancy, Berlin. Ce sont 3 beaux campus. On a la triple couronne, vous l'avez mentionné. On a tous les grades et les visas nationaux, c'est-à-dire qu'on fait partie du peu d'écoles qui ont des grades nationaux. C'est-à-dire que quand on délivre un bachelor, on délivre une licence, tout comme l'université. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si j'avais la signature du ministre. Et donc, et pareil sur le grade de master. Donc, on a une reconnaissance qualitative qui est indéniable. Maintenant, tout ça coûte cher. On a des étudiants qui sont de plus en plus, qui réclament de plus en plus de qualité, et notamment sur les locaux, sur la logistique, sur l'accompagnement, sur l'international, sur la qualité des partenariats entreprises. Et tout ça coûte cher. J'ai mentionné qu'on avait des enseignants-chercheurs permanents. Je sais pas, enfin, il y a le coût de l'exigence, il existe. C'est-à-dire qu'on paye un professeur ici 8 heures pour qu'il soit 1 heure devant les élèves. Donc c'est un chiffre qui est parlant, je trouve. Alors que si on n'avait pas d'enseignants-chercheurs permanents, on paierait 1 heure pour 1 heure devant élèves. Voilà. Donc c'est un choix, on a ce choix de l'exigence qui est très très important. Et tout ça, donc encore une fois, a un coût. Alors, on a, et vous l'avez dit, il y a une concurrence forte, hein, on parle de classement, donc c'est pas pour rien. Et les classements, comme vous savez, c'est pas un examen, c'est un concours. Donc il faut être meilleur que les autres. Et donc ça signifie qu'en fait, il y a une course à la qualité. D'ailleurs, quand on explique aux gens ce que c'est qu'une accréditation nationale ou internationale, on dit c'est un voyage, hein, c'est pas une fin en soi. Donc c'est un voyage vers la qualité. Et les anglo-saxons parlent de continuous improvement. Donc on doit s'améliorer sans arrêt. Donc pour faire ça, il faut de l'argent. Alors on peut faire un choix différent, dire
En fait, non. Je considère qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un stade c'est pas le choix qui a été fait par l'équipe qui m'encadre, qui m'entoure. Donc du coup, on a besoin d'argent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait le choix entre soit réduire la voilure, c'est-à-dire on pouvait très bien considérer que le campus de Berlin a un succès modeste et que qu'on donnait pas aux étudiants la possibilité d'aller à Berlin. Donc on pouvait faire ce choix et c'est pas ce qu'on a fait. Encore une fois, on a des étudiants qui disent qu'ils sont heureux de pouvoir aller à Berlin et les accréditeurs nous disent que c'est un bon choix stratégique. Bref, donc on a dit on va chercher un investisseur pour nous aider à accélérer notre plan stratégique et à ne pas se laisser distancer par les compétiteurs. Voilà, donc on a eu cette idée qui a fleuri dès mi-2023, vous voyez que c'est une course de longue haleine, et puis début 2023 on s'y est mis, on a commencé à parler avec des investisseurs éventuels, et très rapidement, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait en gros 3 familles d'investisseurs. Il y avait des fonds d'investissement, et donc ces fonds d'investissement, ils achètent pour revendre. C'est pas, j'ai rien contre les fonds d'investissement, je suis prof de finance, donc voilà. Et simplement, il va falloir dégager un peu de profit tous les ans. Et on voit bien que avec le modèle économique que je viens de décrire, notamment des profs permanents, ce continuous improvement, la nécessité d'avoir des locaux importants dans lesquels on est, en fait, on ne peut pas dégager, on est incapable de dégager 20% par an ou 10%, enfin peu importe. Donc, deuxième type de famille qu'on a rencontré, c'est des industriels du secteur, c'est-à-dire en gros des gens qui font de l'éducation. Et là, à nouveau, il y a 2 types d'industriels du secteur. Il va y avoir des groupes qu'on connaît bien, enfin je citerai personne, mais qui en fait ne fonctionnent qu'avec des profs vacataires, et donc qui n'ont pas le côté producteur de connaissances qu'on peut avoir, et qui évidemment sont très loin des accréditations internationales. Et puis 3e groupe, c'est des professionnels de l'enseignement qui ne sont pas là pour gagner beaucoup d'argent, et qui d'ailleurs, en ce qui concerne Guédu, a des charities en Inde, c'est-à-dire que le patron de Guédi, qui est le docteur Vishwajit Radha, en fait, qui est d'origine indienne, en fait, son père est directeur d'une école en Inde, et il a des écoles maternelles en Inde pour aider des jeunes qui, dès le départ. Donc c'est vraiment un professionnel de l'enseignement, et il n'a jamais vendu d'école. Enfin, ces écoles, il les regarde grandir, il les fait grandir, et donc ça crée quand même un climat de confiance avec ICN, d'autant que le principe, d'abord, on est sa seule école triple accréditée, donc en fait, il fait quand même un petit peu de diversification. Je dis ça parce que ça a été un des critères de choix pour nous. Ça a été quelqu'un qui, nous garantisse une certaine autonomie, et 2, parce que c'est pas le tout de nous dire « Ah bravo, vous avez une triple couronne, c'est pour ça qu'on vous aime », mais il fallait aussi qu'il nous dise « Je vais vous donner les moyens de garantir votre triple couronne ». Et donc ça, il l'a fait spontanément. C'est-à-dire que spontanément, il a pris conscience des efforts qu'il fallait faire pour avoir cette triple couronne, de tous les critères qu'il y avait, et donc il les a adoptés, les a fait siens, et donc voilà. Donc il maintient l'équipe, et souhaite maintenir l'équipe actuelle à la direction générale de l'école. Bien évidemment, il y aura un droit de regard parce que c'est son argent, c'est de l'argent privé, c'est pas un fonds, hein, c'est ses sous à lui. Et donc ça aussi, c'était un point important, c'est-à-dire de ne pas avoir le risque qu'il y ait une multitude d'actionnaires qui ne soient pas d'accord sur la finalité de nos investissements et de nos efforts. Donc voilà pourquoi on a une liberté totale sur nos partenaires internationaux, par exemple. Il est prévenu, on ne fait pas affaire avec l'école machin au fin fond de je ne sais pas bien où, hein. Et donc nos partenaires aujourd'hui sont tous des partenaires internationaux accrédités, et il n'est pas question d'aller avoir des partenaires, je veux dire, ad hoc,
pour une raison ou pour une autre. Voilà, donc la raison de ce partenariat est là. J'ai pas très bien compris concernant le modèle. Vous restez une association avec des investisseurs? Alors en fait, l'association ICN a créé une SAS, une société par action simplifiée, et donc cette SAS existe d'ores et déjà, et aussitôt qu'on aura signé le shareholder agreement, en fait, l'investisseur, donc le groupe Guédu, fera une augmentation de capital de la SAS. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, il va être 20 millions dans la SAS, hein, et et si je prends l'ensemble association qui perdure, plus la SAS à 20 millions, donc en fait, Guédu aura 85% des parts, et l'association, donc ICN, aura 15% des parts. D'accord. Voilà. Dans la même lignée qu'ICN, de plus en plus d'écoles se tournent vers des investisseurs pour, en quelque sorte, financer leur croissance. Si on prend votre regard un peu plus global sur le paysage des grandes écoles, est-ce que vous pensez que ça va devenir une nécessité pour garantir l'attractivité des écoles en France et à l'international? Très clairement, il faut des moyens. Alors, il y a des écoles qui ont déjà franchi le pas. Je pense à l'EM Lyon, par exemple, qui a été, qui, je crois savoir, maintient un bout associatif, hein, comme ce qu'on va faire, et donc dont le reste est détenu par un fonds qui s'appelle Galiléo, qui est spécialiste en éducation. Il y a un certain nombre de groupes aujourd'hui d'éducation, je pense à EduService, je pense à Scolae, je pense à Omnes. Donc il y a déjà une structuration de l'enseignement supérieur qui très probablement n'a plus rien à voir avec ce qu'on observait il y a 30, 40 ans, où on avait en gros des écoles consulaires. Je cite pas ICN, enfin ICN était déjà un cas à part, hein, puisque c'était une composante de l'université. Mais à l'époque, les écoles, d'ailleurs, on parlait de Subdeco Dijon, on parlait de Subdeco machin, Rouen, Subdeco, etc. Donc la structuration aujourd'hui n'est plus la même. Il y a eu des disparitions, on l'a dit, il y a eu des acquisitions, il y a eu des fusions, Neoma, Kedge, voilà, et c'est certainement pas terminé. Et très clairement, il y a quelques années, il y a une nouvelle étude de Xerfi qui est sortie, je crois, fin 2023, et il y en avait déjà une qui annonçait ce type de mouvement. De mémoire, ça fait 6-7 ans. Donc en fait, c'est un mouvement qui, je pense, est inscrit dans l'histoire. Et quand on regarde à l'international, en fait, de manière générale, souvent, enfin, les business schools sont des composantes d'universités, publiques, privées, peu importe. Mais c'est des composantes c'est très rare de trouver des stand-alone business schools à travers le monde, et puis surtout avec, j'allais dire, des statuts associatifs comme celui d'ICN. Alors avec ces futurs investissements, est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape sur la stratégie d'ICN dans les prochaines années, les grands projets qui vont arriver? Alors, sur les grands projets, en fait, l'arrivée de Guédu ne change rien au plan stratégique. On avait un plan qui s'appelait Horizon 5000, à l'horizon 2026. Donc l'idée, c'était d'arriver à 5000 étudiants. Pourquoi 5000? D'abord, c'est un compte rond. Et puis ensuite, ça permettait de doubler la taille de la faculté, c'est-à-dire du nombre de profs. Donc l'idée, c'était d'être plus visible, en fait, parce qu'on n'est pas très gros, hein, ICN. Aujourd'hui, c'est 3200 étudiants. On est presque dans les petits, hein. Sauf erreur de ma part, on a 2 qui sont publiques, qui sont un peu plus petites, et une privée qui est un peu plus petite, mais autrement, on est des petits poussés, hein, ICN. Donc l'idée, c'était de croître, d'être un peu plus visible sur le marché national et international. Et très clairement, je pense que, enfin, j'en mettrai pas ma main au feu parce que je suis quelqu'un de prudent, mais je pense qu'on aura besoin d'une année ou deux de plus pour arriver à 5000. Ça, c'est certain, on a pris un peu de retard là-dessus, rien de dramatique, parce que de toute façon, on a aligné le personnel avec, donc c'est pas... On a toujours ce même plan stratégique. L'idée, quand même, c'est de continuer notre extension un peu à l'international, donc de renforcer le campus de Berlin.
ça c'est certain. On déménage au printemps prochain pour un campus plus grand à Berlin, toujours dans le centre de Berlin. On a un executive MBA qui est très très bien classé au classement QS. Donc l'idée c'est d'aller un petit peu l'exporter à l'étranger. On pense à Londres, on pense bien évidemment, on pense à Singapour. Et voilà. Et puis on a un bachelor international qui va ouvrir là en 2025 à la rentrée. On attend les résultats pour le grade ministériel, on croise les doigts. Et ce bachelor international, l'idée c'est effectivement, donc c'est le principe du bachelor international, c'est de faire voyager les étudiants, c'est de l'implanter probablement en Inde aussi. Voilà, donc on a cette velléité, mais fondamentalement le plan stratégique n'est pas modifié. Alors vous avez déjà mentionné quelques éléments clés de la stratégie internationale, mais je voulais qu'on s'y arrête un peu plus longuement. Vous avez mentionné donc un déménagement du campus de Berlin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce futur campus ? En fait, c'est un très joli campus. Et donc, en fait, on était dans le quartier qui s'appelle, enfin c'est Mitte, qui est de TE, hein, pas TEX, et donc qui est donc, comme son nom l'indique, en plein centre de Berlin, dans un très très bel immeuble signé Jean Nouvel. On était très bien, mais un peu à l'étroit d'une part dans l'optique d'une croissance, et puis par ailleurs, il se trouve que l'immeuble est tellement beau que la mairie de Berlin a décidé de le prendre pour en faire sa nouvelle bibliothèque municipale. Donc voilà, on partageait l'immeuble avec notamment les Galeries Lafayette, donc on est tous fichus à la porte à Noël, donc voilà. Donc on a opté pour un campus dans un quartier qui est très joli, qui est le quartier de Moabit, M-O-A-B-I-T, et donc la rue s'appelle Alt Moabit. Hein. Et on est en bordure de Spree, donc la rivière qui traverse Berlin. Et c'est un quartier qui a tous les atouts pour les étudiants. D'abord, il y a plein de petits restos sympas. Il y a de la verdure. Il y a des parcs. Enfin, Berlin est une ville assez verte. Il y a des parcs. Bon, il y a la promenade au bord de la Spree. Et puis, surtout, on va avoir une grosse surface, puisqu'on triple notre surface. Ils vont avoir une cafétéria pour eux tout seuls. Alors je dis pour eux tout seuls, comme en fait, c'est un peu pas l'équivalent de la Défense, mais c'est un peu comme à la Défense. C'est-à-dire que c'est un quartier de bureaux qui commence à se faire envahir par des écoles. Et donc ça veut dire que on a de plus en plus d'étudiants. Et du coup, ils seront ravis, je pense, de venir squatter la cafette de nos étudiants. Mais on est très contents de manière générale. Enfin, c'est le principe, vous savez, d'Artem, Art Technology Management. On est très pour le mélange des étudiants. Voilà. Merci Florence Legros. On a parlé de Berlin, je voulais qu'on revienne sur le campus de Paris, la Défense, qui a marqué aussi une avancée stratégique pour ICN. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan de ce grand campus ? C'est un bilan qui est très très positif sur plein d'aspects. Donc pour la première fois, on a plus d'étudiants à Paris qu'à Berlin, c'est-à-dire le décompte peut-être provisoire, c'est 1620 étudiants, 1580 à Nancy. Donc vous voyez ça, voilà. On a donc le navire amiral continue à rester à Nancy, puisqu'en gros plus de 95% du personnel administratif et enseignant est à Nancy. Et donc voilà, donc à Paris il y a une petite équipe, mais valeureuse. Il y a à peu près il y a à peu près la même chose à Nancy et à Berlin, alors avec quelques déclinaisons différentes, notamment donc à Berlin où les choses sont en anglais, mais donc en gros Paris, Nancy, Berlin, vous pouvez choisir quasi librement votre campus et avoir en gros les mêmes spécialités. Le bachelor international sera à Paris et à Berlin et pas à Nancy pour le coup. Et donc, alors c'est un campus qui plaît beaucoup aux étudiants. Il est au pied des tours, hein, donc comme dirait l'autre, il suffit de traverser la route pour trouver un stage, un apprentissage. Et de fait, on a une population d'apprentis qui est très importante à Paris. Et c'est un campus d'ouverture sociale, hein, le campus parisien. On est à 65% d'étudiants soit boursiers, soit en apprentissage à Paris. Et donc,
on fait vraiment de l'ouverture sociale. L'ascenseur social fonctionne à fond à Paris, et ma foi, on en est très fiers. Et c'était une obligation, selon vous, d'aller à Paris pour là aussi maintenir une croissance en France? Oui, oui. On a eu, on a tout fait dans l'autre sens à Paris, c'est par rapport aux autres. C'est-à-dire que généralement les gens ouvrent un campus et puis ils remplissent peut-être par le bas. Et en fait, nous, on a commencé par remplir par le haut parce qu'on avait un master de management numérique qui marchait pas très bien à Metz, et on était persuadés de sa valeur. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va l'installer à Paris. Donc au début, on a loué, j'allais dire un placard à balai, j'exagère un peu, mais de tout petits locaux. Et puis en fait, on a fait descendre les étudiants, c'est-à-dire partant du master, hop. Et donc puis finalement, pour ouvrir il y a 2 ans, 3 ans, le bachelor pour la première fois à Paris, et ça marche très très bien, effectivement. C'est un campus qui a beaucoup de succès, il est plutôt sympa, il est très joli. Je vous invite à venir le visiter. Et donc oui, pour moi, c'était un... Je sais que ça se discute, hein. Il y a des écoles pas très loin qui disent non, non, nous on ne fera pas Paris, on ira à Lyon, etc. Moi, ça me semblait important d'aller à Paris, ne serait-ce que pour la facilité qu'ont les étudiants d'y trouver stage et apprentissage. C'est très simple. Merci Florence Leroux. On va maintenant parler de pédagogie. ICN est souvent cité pour sa pédagogie, ATM d'une part, et puis Artem, Art Technology Management d'autre part. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette pédagogie et en quoi aujourd'hui elle irrigue les programmes? Alors l'idée, c'est de... donc Artem, j'allais dire, c'est l'ancêtre d'ATM. Donc Artem, c'est ici à Nancy. J'ai déjà cité les 3 écoles qui constituaient l'Alliance. Et il se trouve qu'on est beaucoup plus nombreux ici à Nancy que les autres membres de l'Alliance, que ce soit l'école des mines ou l'école d'art. Donc dès le départ, ça posait des problèmes pour équilibrer les groupes, puisque en fait l'idée, c'est de faire travailler les groupes d'étudiants ensemble, de mélanger les 3 écoles. Et on voit bien qu'en gros, il y avait 10 étudiants ICN pour un étudiant de l'école d'art, quoi. C'était voilà, difficile. Du coup, et puis avec l'ouverture de Paris et de Berlin, et pour que tous les étudiants de l'école bénéficient de la même pédagogie, on a créé ATM. Et ATM, donc c'est aussi, ça veut dire également Art Technology Management. Et l'idée, c'est aussi de faire travailler les étudiants avec des gens qui ne leur ressemblent pas. D'accord ? Donc l'idée, c'est de briser les silos. Alors j'aime bien le terme d'indisciplinarité plutôt que d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité, parce que pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, ça donne l'impression qu'on a des strates de disciplines qui vont s'ajouter les unes aux autres, et donc voilà, donc qu'on va faire un peu de maths, un peu je sais pas quoi, de sociologie, un peu de philo, un peu d'art, un peu de ce que vous voulez. L'idée là, c'est pas du tout ça. L'idée, encore une fois, c'est de briser les silos, c'est-à-dire qu'on a un cours et un seul. On n'a pas un cours d'art, on n'a pas un cours d'ingénierie. On a un cours et les étudiants vont travailler ensemble, donc avec des étudiants qui, encore une fois, qui ne leur ressemblent pas. D'abord parce que ça leur ouvre l'esprit, et toutes les études montrent que les étudiants qui ont comme ça côtoyé d'autres disciplines, en fait, sont plus ouverts d'esprit, de meilleurs citoyens, et donc et des citoyens beaucoup plus globalisés, si on veut. Donc on a un certain nombre d'exemples sur la pédagogie. Alors, Artem, par exemple, on a des étudiants qui travaillent avec des étudiants, je cite un exemple, de l'école d'art, sur de la musique. Et donc l'idée, c'est de composer de A à Z, y compris en organisant un spectacle, etc. Donc en fait, ils s'occupent de la typo, ils s'occupent de la composition de la musique, et donc ils sont d'improvisation, et donc le lien avec le management, c'est très clairement, par exemple, bon, il y a études de marché, etc., mais c'est l'improvisation. C'est-à-dire, quand vous êtes un manager, vous devez improviser de temps en temps. Je veux dire, si tout de suite, là, il arrive un accident dans cette école que je ne souhaite absolument pas, en tant que manager, je vais devoir improviser. Bon. Et ça, c'est quand même... souvent, les entreprises nous disent que nos étudiants sont plastiques. Bon, parce que justement, ils arrivent à cette improvisation et à se faire à toutes les situations. Donc j'ai d'autres exemples. Par exemple, on a
avant les Jeux olympiques et notamment paralympiques. Nos étudiants ont travaillé, les étudiants de Paris, ont travaillé avec Politecnico de Milan, qui est une école de design, sur la fabrication d'un parfum et de son contenant pour les Jeux paralympiques. Et donc c'est très très intéressant parce que c'est pareil, il y a l'aspect odeur, ils ont travaillé pour Givaudan qui est le premier producteur mondial d'arômes et de parfums. Donc il y a l'aspect création, il y a l'aspect le nez, qu'est-ce que ça doit m'inspirer, la traduction, etc. Puis le contenant. Donc j'ai des exemples comme ça, et on voit que les étudiants d'abord sont très contents de travailler encore une fois, avec des gens qui ne leur ressemblent pas, de briser un peu les silos, et c'est ce qui se fait tous les jours en entreprise, de briser les silos. Et c'est ce qui se fait, on est en train de mettre l'accent aussi sur l'entrepreneuriat à l'école. Et l'entrepreneuriat, c'est une manière de briser des silos. C'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, et vous êtes mieux placé que moi pour en parler, vous devez faire de la réalisation, du marketing, de la comptabilité, de la finance. Vous ne savez pas faire que du marketing. Donc ça, c'est une manière de briser les silos. Donc du coup, voilà, c'est ça que permet cette pédagogie. Merci Florence Legros. Je voudrais qu'on aborde maintenant le dernier chapitre de notre entretien qui sera consacré aux classes préparatoires aux grandes écoles. Le vivier s'est un peu réduit ces dernières années et c'est devenu un peu plus difficile pour les écoles en dehors du top 10, si j'aime, de recruter des préparationnaires. Vous, quel est l'état des lieux à ICN de ce point de vue-là? Alors, vous l'avez bien compris, on aime bien mélanger les publics. Et donc mélanger les publics, c'est aussi mélanger les origines de nos étudiants. Et donc nous, on ne renonce pas du tout, on n'a pas du tout l'intention de renoncer au recrutement de classes prépa. Donc on fait toujours un effort considérable sur le recrutement des classes prépa. Comme les autres, effectivement, ce que vous dites sur les écoles de milieu de tableau dont on fait partie, on a réduit un peu la voilure, néanmoins on ne renonce pas. D'accord. Et il y a un nouveau sujet au sein de l'APHEC, c'est que le nombre d'étudiants qui souhaitent cuber, s'ils n'ont pas une école dans le top 5 ou le top 7, est en augmentation. Ça inquiète l'APHEC. Vous, qu'est-ce que vous dites justement aux préparationnaires qui hésitent de cuber plutôt que d'aller dans une école comme ICN? Alors on a l'inverse. L'an dernier, moi j'ai eu une étudiante qui avait cubé pour avoir ICN. Donc ça existe aussi quand même. Et donc, qu'est-ce que je dis j'ai rien à dire. Moi, je suis plutôt pour le bonheur des gens de manière générale. Et donc, si ça leur fait plaisir, pourquoi pas? Ceci dit, on touche bien le fond du problème quand vous dites ça. C'est-à-dire que, d'abord, on touche deux problèmes. Un, je cube. Plus 3 ans de PGE. Plus une année de césure, je suis à 7. J'allais dire, autant faire un doctorat. Et l'autre problème qu'on touche bien, c'est le caractère un peu aléatoire alors c'est pas totalement aléatoire. Si vous êtes très bon, vous allez rentrer dans le top 10, etc. Mais il y a quand même un petit côté aléatoire de la classe prépa. Vous savez pas où vous allez aller. Et moi, j'ai eu un jeune que je connais qui a préféré cuber justement pour ne pas aller à ICN, grave erreur. Et l'année d'après, il n'avait même pas ICN. Donc, voilà. Et donc, il y a un côté un peu loterie quand même. Et c'est ça, je pense, que aussi les jeunes touchent du doigt. C'est-à-dire que, du coup, ils préfèrent aller en bachelor. Oui. Et outre la démographie, je veux dire, naturelle, le nombre de naissances, il y a une grosse, et c'est là où le marché des prépas devient difficile, il y a la concurrence des bachelors, il y a la concurrence internationale. Je ne sais pas si vous avez eu les chiffres d'étudiants qui, dès le post-bac, sortent et se dirigent notamment en Espagne ou au Portugal. Portugal, c'est plus 200 et quelques %. Vous allez me dire, on part de pas haut, donc c'est pas très significatif. Mais néanmoins, il y a une vraie concurrence internationale. Du coup, pour cette spécificité franco-française que sont les classes prépa, effectivement, il y a un vrai défi. Merci Florence Legros d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci de me les avoir posées. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans cet épisode de DG sur écoute. On vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.